Cet après-midi, je vous raconte le capitaine d'un honorable navire qui a été capturé et est devenu pirate contraint et forcé dans l'océan Indien, ou la véritable histoire de John Bowen, pirate malgré lui. Comment John Bowen s'est-il illustré sur les mers? Quelle est la valeur archéologique du Speaker, son navire? Quel était le véritable quotidien des pirates? Nous sommes le 16 avril 1700 au nord-ouest de Madagascar, plus précisément dans la baie de Mettelage, aujourd'hui Majamba. C'est là, dans ce décor de carte postale, que le pirate anglais John Bowen prépare un sale coup avec ses complices George Booth, Nathaniel North, Thomas Collins et un dernier Thomas pour la photo du groupe, Howard, celui-là. Vous pouvez aisément les imaginer armés jusqu'aux dents, plusieurs pistolets à la ceinture avec de longues barbes hirsutes. Ils sentent tous le rhum et l'arak à 100 mètres à la ronde et n'ont vraiment pas l'air d'enfants de cœur. Croyez-moi, personne n'aurait envie de croiser leur route et pourtant, ces forbans savent parfois aussi se faire charmeurs, voire enjôleurs, car dans ce monde de hors-la-loi, la ruse est une seconde nature. On aimerait prévenir le capitaine anglais Eastlake qui dirige l'infortuné Speaker. On aimerait lui dire que les pirates s'apprêtent à s'emparer de son navire qui mouille dans la baie depuis quelques jours. Mais après tout, il ne s'agit que d'un marchand d'esclaves chargé de leur transport de Madagascar en Jamaïque. Et notre jeune capitaine, un brin fanfaron, n'est, il faut bien le dire, pas très sympathique. Alors, lorsqu'il installe ses entrepôts sur le rivage avec du rhum et de l'argent pour acheter des esclaves et des provisions, nos pirates madrés en profitent pour soutirer des informations auprès des marins du Speaker. L'un d'eux, Hugman, finit par parler contre une centaine de livres tout de même, car tout s'achète. Il leur dresse le plan du navire, le nombre de marins à bord, pas plus de 40, et se propose de mouiller toutes les mèches des canons du Speaker afin de faciliter le vol du navire sans violence. Grâce à leur transfuge anglais, les pirates s'apprêtent à fondre sur leur proie en réalisant la dernière partie de leur plan machiavélique. Le soir, John Bowen et ses 4 associés invitent le capitaine Eastlake à manger un cochon rôti pendant que les pirates boivent du punch comme des joyeuderies avec les marins du Speaker. Mais à la fin du repas, Bowen braque 2 pistolets sur la poitrine du capitaine Eastlake, sidéré. Au même moment, la troupe de pirates arrête tous les marins du Speaker, confits comme des cerises à l'eau de vie, et l'un d'eux qui redemande du punch leur donne même le mot de passe pour monter à bord, c'est Coventry. La nuit venue, une petite troupe de 24 pirates monte tranquillement sur le Speaker après avoir dit Coventry. Les 40 marins à bord s'aperçoivent au dernier moment du piège qui leur est tendu, mais il est trop tard. Et surtout, grâce au 13 Hugman, tous les canons sont désormais inutilisables. Voilà comment John Bowen et ses pirates ont pris possession sans violence et sans mort du Speaker, qui sera le bateau de toutes leurs plus extraordinaires aventures. Le pirate George Booth, le complice de John Bowen, est élu nouveau capitaine du Speaker. Le Speaker, c'est une ancienne frégate négrière française passée ensuite sous pavillon anglais qui dispose de 54 canons et peut contenir jusqu'à 500 tonneaux. Et si vous descendez dans les soutes, vous y croiserez encore une vingtaine d'esclaves. C'est donc sur un bateau de seulement 40 mètres de long que doivent cohabiter une confrérie de 240 pirates au milieu des rats. Autant vous dire que ce n'est pas une croisière de luxe dans l'océan Indien. Et justement, cet océan Indien va devenir le nouveau terrain de jeu de nos pirates exilés des Caraïbes, où ils sont désormais pourchassés sans relâche par les autorités françaises et anglaises. C'est dans ces mers du Sud que transitent les navires marchands européens qui suivent la route des Indes orientales, les cales chargées d'épices précieuses, de retour des comptoirs commerciaux de Pondichéry en Inde ou Batavia, l'actuelle Jakarta, en Indonésie. Cette route n'est pas encore contrôlée par les puissances européennes et Madagascar, plus précisément la petite île de Sainte-Marie, va devenir le repère tranquille des pirates loin de toute civilisation. C'est de là qu'ils font désormais la course aux navires marchands comme les mouettes voraces suivent les bancs de poissons, pour reprendre la jolie formule de l'historien Hubert Deschamps dans son ouvrage « Les pirates à Madagascar » paru en 1949. Les pirates font donc de l'océan Indien leur nouveau terrain de chasse, on ne peut plus giboyeux, et mettent enfin le cap vers les Indes occidentales. Mais en chemin, le capitaine Booth
donne l'ordre de s'arrêter sur l'île de Zanzibar pour ravitailler les 240 matelots en eau et en vivres. Alors que le capitaine descend avec une vingtaine de ses hommes pour aller à la rencontre du gouverneur arabe de cet ancien comptoir portugais, 14 d'entre eux, dont Bous, se font décapiter. Les autres pirates pris au piège s'enfuient sous les attaques des indigènes armés d'arcs et de flèches et sous la mitraille nourrie venue du fort. Le navire vient de perdre son capitaine et 20 de ses hommes. D'ailleurs, on ne vit pas très longtemps lorsqu'on mène cette vie de desperados. Entre la potence, les naufrages, les combats, la fièvre, les duels, la boisson et les orgies, les empoisonnements ou les massacres par les indigènes, même les hommes les plus endurcis finissent par tomber. Pourtant, pas de pleurnicherie dans le monde des pirates. On tient immédiatement un conseil et à 40 ans, George Bowen est élu nouveau capitaine du Speaker. Oui, mais un peu par défaut quand même. Dans l'équipage, on aurait préféré voir le valeureux second de Bous, rescapé des Arabes, prendre les commandes, mais ce dernier a refusé le poste. Et tout le monde sait que Bowen avait conseillé de ne pas s'arrêter à Zanzibar, ce qui était perçu par beaucoup comme un signe de faiblesse très mal vu des Forbans. Dans ces bandes de loups, racontent Deschamps, le plus fort et le plus brutal avait la partie belle. Car il faut comprendre que le pirate, c'est avant tout un dur à cuire, un meneur d'hommes et surtout une personnalité qui méprise la mort et ne connaît pas la peur. Bowen, lui, était encore à cette époque un pirate de fraîche date, et on pourrait même dire un pirate malgré lui, car 2 ans auparavant, ce marin originaire des Bermudes était encore le capitaine d'un honorable navire de commerce entre Charleston sur la côte est américaine et les Antilles. Mais c'est au cours de l'un de ses voyages qu'il se fait capturer par le pirate français Julien Forget, qui avait besoin d'un nouveau pilote car le sien venait de mourir. Voilà comment l'infortuné Bowen s'est retrouvé à Madagascar, but de l'Odyssée des pirates. Et durant ce périple, les forbans français, souvent ivres, jouent avec les prisonniers anglais comme des chats avec des souris. Ils s'amusent même à leur tirer dessus. Plusieurs furent ainsi tués de sang-froid, en guise de divertissement. Vous l'avez compris, le nouveau capitaine du Speaker a effectué son stage de commando pirate avec succès, mais il doit encore faire ses preuves pour éviter d'être déposé comme un vulgaire colis sur une île déserte. C'est ce qui se passe souvent lorsque l'équipage d'un bateau pirate se rend compte que leur capitaine ne tient pas la route. À bon entendeur, salut. Heureusement, celui que les connaisseurs du genre ont classé parmi l'assemblée des bons pirates moyens va pourtant faire ses preuves sur la côte ouest de l'Inde. Bien sûr, John Bowen n'a pas atteint le légendaire statut d'Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, ou encore celui de Jack Rackham, mais il va devenir un pirate international, à l'image de ces nomades des mers qui voient déjà le monde comme un village. Lorsque le Speaker atteint la côte ouest de l'Inde, le capitaine Bowen fait ses premières emplettes. Ce sont 2 navires arabes venant de la ville de Surat en Inde. Et pour les aborder, le plus simple, encore une fois, c'est la ruse. Lorsqu'il repérait une proie, explique notre invité cet après-midi, l'archéologue Jean Soula, les Forbans avaient coutume d'arborer un inoffensif drapeau anglais, français, voire espagnol lors des phases d'approche. Et ce n'est qu'au tout dernier moment que ces hyènes des mers hissent leur fameux drapeau noir. Généralement, la victime surprise s'offre alors comme une proie lascive dans les bras des pirates. L'or et les liqueurs étaient les prises les plus appréciées. Puis venaient les étoffes dont il manquait toujours. Sur le Hussaini, c'est le nom d'une de leurs prises, Bowen et ses pirates récoltent un butin estimé à pas moins de 40 000 livres, une fortune pour l'époque. Puis ils continuent leur cueillette de navires en prenant de la même manière 2 vaisseaux anglais, le Bornéo et le Nathaniel, en octobre et novembre 1701. Ils vendent leurs marchandises et les bateaux à des commerçants indiens et hollandais sur la côte de Malabar, où ils sont accueillis à bras ouverts. Ces hommes n'ayant aucun scrupule à acheter des biens dérobés à des marchands d'une autre ville. Début 1702, le capitaine John Bowen effectue le partage du butin, des accounts, dans l'argot des marins anglais. La cérémonie extrêmement ritualisée se fait au pied du grand mât à bord du Speaker, encore au large des côtes indiennes. Chaque confrérie de pirates possède son propre code, qui fait régner l'ordre et la discipline, souvent au prix de la mise à mort du réfractaire.
C'est ce qu'il faut pour contenir tous ces hommes dont beaucoup sont des repris de justice et des fortes têtes. À bord du Speaker donc, toutes les nationalités sont représentées. Bien sûr, on trouve une majorité de Français et d'Anglais, mais on trouve également des Danois, des Suédois, des Hollandais et même des Indiens. Ils sont tous réunis sur le pont pour la distribution équitable du butin. Généralement, le capitaine et son second reçoivent 2 parts. Les autres marins 1 part, mais avec des modalités étonnantes, en fonction de la gravité des blessures récoltées au combat. Car naturellement, tout ne se passe jamais de façon exclusivement pacifique, loin de là. Comme l'explique Hubert Deschamps, notre guide dans ce monde englouti de la piraterie, les pirates sont à l'époque de véritables petits génies dans le maniement des armes et des techniques d'abordage. Sur le pont, c'est la mêlée hurlante, confuse, encore à corps, pressée dans un espace étroit, traversée de cris des blessés, des râles des mourants que l'on piétine. Parfois les sabres s'ébrèchent, les pistolets n'ont plus de poudre, on se tue avec ce qu'on trouve, on fait sauter les crânes à coups de barre de fer, écrit-il. Ainsi, lors du partage du butin, les blessés reçoivent comme des primes d'assurance. Pour la perte d'un œil, c'est une prime de 100 livres, ou un esclave. Et en cas de perte des 2 yeux, c'est 200 livres, ou 20 esclaves. La perte d'un membre, quant à elle, est estimée entre 500 et 800 livres, ou 5 esclaves par ces experts en police d'assurance pirate. Les butins sont très rarement enterrés par les forbans, car chaque pirate sait que sa vie est courte et préfère souvent dépenser rapidement ses gains dans le but de se divertir. Généralement, après le partage du butin, c'est le début d'une orgie sans commune mesure qui règne à bord, où le rhum et les alcools forts coulent à flot. Sur le chemin du retour vers leur repère de Madagascar, les marins du Speaker ne dérogent pas à la tradition. Mais comment ces ivrognes vont-ils affronter le violent cyclone qui s'annonce dans la région des Mascareignes? Les plus poètes auraient pu déclamer ces mots du pirate anglais Samuel Bellamy: « Les dieux doivent être soûls pour faire une telle sarabande », mais rien ne pouvait les empêcher de s'approcher de ce sinistre récif corallien que seules les mouettes rieuses avaient alors cartographié. Le 7 janvier 1702, le Speaker échoue sur la côte sud-ouest de l'actuelle île Maurice, dans le bien nommé îlot des Roches. 170 pirates et 42 prisonniers anglais et arabes se trouvent alors à bord. John Bowen a laissé un témoignage de ce naufrage et raconte « Notre retour vers Madagascar, perturbé par des vents contraires et avec un équipage d'ivrognes, s'effectuait un peu à la diable. Puis dans la soirée, se croyant loin de toute terre, Bowen ressent comme un énorme coup de bélier. Les mâts se fendirent sous la violence du choc et une pluie de haubans, de poulies et de drisses s'abattit sur le pont. Dans d'abominables craquements, le bateau se mit à s'incliner et une mer rugissante s'engouffrait dans ses entrailles, écrit-il. Le capitaine Bowen prend alors son porte-voix dans une main et sa hache d'abordage dans l'autre, en criant aux matelots d'embarquer dans des radeaux de fortune avec des armes et des munitions, plutôt qu'avec leur butin. Guidés par une faible lune voilée, raconte Bowen, nous réussîmes à ramer jusqu'à la côte, où nous arrivâmes transis et affaiblis, mais tous miraculeusement vivants. Les pirates rescapés dressent alors un campement de fortune sur la plage. L'un de leurs premiers réflexes est de faire sécher la poudre de leurs armes autour d'un grand feu. Le lendemain, les vagues ont déjà ramené sur la plage des vestiges du naufrage et un coffre rempli d'or. Alléluia. Ils partent sauver le reste de la cargaison sur l'épave coincée contre le récif dans seulement quelques mètres d'eau. Puis John Bowen et un petit groupe de pirates s'enfoncent dans l'île, avançant à l'aveugle à travers la végétation luxuriante lorsqu'ils se retrouvent nez à nez avec des soldats hollandais. Le gouverneur hollandais de l'île Maurice, Olof de Edati, voit arriver la délégation de Bowen la gorge serrée. Il ne dispose que de 52 soldats qui ne feront pas le poids face aux 170 pirates armés jusqu'aux dents qui viennent de débarquer. Le calcul du gouverneur est vite fait. Il n'a pas d'autre choix que de les accueillir à bras ouverts et les autorise à s'installer en attendant de pouvoir reprendre la mer le plus vite possible. Deodati, en privé, enrage. Ces 170 scélérats sont puissamment armés et très habitués au combat et au massacre, explique-t-il. Ils peuvent aisément s'emparer de l'île et tous nous anéantir, avant de conclure lucidement. Au vu de nos faibles ressources, nous ne pouvons les attaquer de front et avons donc résolu de leur donner toutes les vivres qu'ils réclament. Naturellement,
Les pirates ne se font pas prier pour mener la belle vie en profitant des largesses du gouverneur. On les voit déjà coloniser les quelques tavernes de l'île en buvant de l'arak et en jouant aux cartes. Mais le 4 mars 1702, le gouverneur finit par leur vendre contre 2500 piastres sauvés du naufrage un sloop nommé Vliegentart, alias le cœur volant. C'est avec cette embarcation rapide à un mât qu'ils reprennent finalement la mer le 24 mars 1702, après presque 3 mois passés sur l'île. Ils laissent derrière eux les prisonniers anglais et arabes, ainsi que l'épave du Speaker. Je n'ai hélas pas le temps de vous narrer en détail la suite de leurs aventures, mais ce ne sont que nouvelles déprédations, prises de plusieurs navires anglais dont le Speedy Return et le Content au large de Madagascar. Et le 5 avril 1704, John Bowen, rassasié de ses multiples et juteuses entreprises, décide finalement de prendre sa retraite, si je puis dire, sur l'île Bourbon, aujourd'hui l'île de la Réunion. C'est là qu'il obtient du gouverneur français Jean-Baptiste de Villers une amnistie pour lui et une partie de son équipage. Sur cette île, alors peuplée d'un peu plus de 700 âmes, il retrouve d'autres pirates retraités comme Robert Harby, Thomas Elgar et Edward Robert, tous britanniques, mais désormais devenus de paisibles colons sous les tropiques. John Bowen n'en profitera pas longtemps puisqu'il meurt le 13 mars 1705 d'une apoplexie léthargique, c'est le terme utilisé à l'époque. Il avait 45 ans, un âge vénérable pour un pirate. L'aventure pourrait s'arrêter là, me direz-vous, mais bien non. La suite de l'histoire, on la doit à Patrick Lisée, un historien spécialisé en archéologie sous-marine. En 1979, Patrick Lisée rentre en trombe dans le bureau de son ami archéologue Jacques Dumas. Le trésor ne sera pas perdu pour tout le monde, dit-il avec exaltation, en lui tendant sa dernière trouvaille dégotée aux archives royales de La Haye. Il lui lit la lettre du gouverneur de l'île Maurice au siège de la Compagnie hollandaise des Indes. En voici la teneur. Le 7 janvier 1702, à 8h du soir, par une forte bourrasque, le navire pirate Speaker Trumpet fit naufrage près du Sword Clip à l'embouchure de la grande rivière sud-est. Lisée, naturellement, est venu avec la carte marine de l'île Maurice qu'il étale avec empressement sur son bureau en lui montrant du doigt le Sword Clip, l'ancien nom d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'îlot des Roches. Lisée et Dumas sont comme deux gamins qui viennent de mettre le doigt sur une carte au trésor qui leur indique l'endroit exact du naufrage du Speaker de John Bowen. En janvier 1980, les deux hommes partent alors pour l'île Maurice. Oubliant famille, impôts et travail, nous sommes partis à l'aventure, tels des détectives, se souvient Patrick Lisée. Ils débarquent, cartes en main, dans le village de Bambou-Virieux, dans le sud-est de l'île, à la recherche d'un pêcheur qui accepterait de les emmener sur le site. Et ils trouvent finalement leur homme dans un bazar de tôle ondulée, tenu par un malabar. Et voilà les deux chercheurs de trésors, embarqués sur une pirogue qui prend l'eau, bardée de tout leur matériel de plongée. Ce n'est qu'après 2 heures d'une traversée pénible à écoper qu'ils arrivent enfin au sinistre îlot des Roches, sur lequel se brise la houle du large, à environ 2,5 km du rivage. Le pêcheur leur a dit qu'on appelait cet endroit l'endroit des 3 canons. Les deux hommes se regardent d'un air complice. Ils le savent. C'est bien ici, sous l'eau, que se cache l'incroyable trésor de John Bowen. Leur première plongée est décevante et ils ne retrouvent aucune trace de l'épave. Ce n'est qu'au bout de la 3e plongée exploratoire qu'ils tombent enfin sur une ancre gigantesque à laquelle ils doivent s'agripper pour ne pas se laisser emporter par les forts courants marins. Puis, dans une infructuosité, Patrick Lisée tombe sur une statuette de bronze probablement volée par les pirates de Bowen. Les jours suivants, il passe le secteur au peigne fin et découvre 2 autres ancres et 34 canons de différents calibres éparpillés sur 150 mètres de long. Leur recherche s'effectue à quelques mètres de profondeur sur le plateau corallien et ce n'est pas un avantage, explique Lisée, car la terrible houle du large balaye le fond en permanence et nous avec. Les deux hommes obtiennent l'autorisation officielle de fouiller l'épave en octobre 1980 pour 3 mois d'intenses recherches sous-marines. Ils trouvent naturellement un nombre incroyable de boulets de canon, de balles de mousquet en plomb, mais aussi, grâce à leur détecteur de métaux, des pièces d'or ou d'argent et même des lingots d'or découpés à la lame lors du partage du butin.
La structure du bateau en bois naturellement disparue, dévorée par la houle et le taret, ce petit mollusque marin en forme de verre qui raffole du bois. Mais le soir, Patrick fait le point sur les objets retrouvés. Des ducats et des sequins en or, des piastres espagnols, des thalers hollandais, une pièce autrichienne en argent, des pièces de l'Inde et du Yémen, des agates, des grenats. Oui, ils ont bien retrouvé une partie du trésor du Speaker. Et d'autres fouilles suivront, remontant perles, boutons, fragments de pipes, bagues et bracelets, un compas de navigation et même des restes de porcelaine chinoise. En tout, 1752 objets, dont une grande majorité est exposée au musée de Mahébourg, sur l'île Maurice. Le Speaker de John Bowen n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais cette histoire est le témoignage, pour reprendre les mots de l'historien de l'Afrique Hubert Deschamps, de ce peuple violent, tragique, futile, éphémère, comme le sont les tempêtes et comme... Europe 1, historiquement vôtre. Jean Soula, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Un peuple violent, tragique, futile, éphémère, comme le sont les tempêtes et comme le destin des hommes. Ce sont les mots choisis par Hubert Deschamps pour définir les pirates. Quelle est votre définition à vous, Jean Soula ? Alors, elle a légèrement évolué par rapport à celle d'Hubert Deschamps, qui commence un petit peu à dater, puisque depuis, nous avons quand même beaucoup de renseignements, notamment à titre de l'archéologie, qui nous informe sur la vie quotidienne de ces forbans. Il est clair que ces pirates sont souvent qualifiés de truands, de bandits. Ça, c'est un fait, évidemment. Ils sont poursuivis, sont des hors-la-loi. C'est une évidence. Néanmoins, il faut relativiser les choses. On n'a pas la belle vie en tant que pirate. La vie de pirate est compliquée, elle reste difficile. On est en promiscuité à bord d'un navire qui fait 40 mètres de long, 3 à 4 mètres de large. On va finalement guidé par un seul homme, le capitaine. On ne sait où finalement, cherchant galions et fortune. C'est assez compliqué d'imaginer une vie finalement sereine à bord de ces navires où les denrées alimentaires s'écoulent au fur et à mesure des jours. L'objectif étant de prendre des navires et de devenir riche. Jean Soula, l'épave du Speaker, le bateau pirate de John Bowen, a été découverte en 1979. Comment est-ce que on a pu l'identifier formellement et plus globalement, comment on identifie une épave d'un navire pirate ? Alors en fait, en 1979, Jacques Dumas et Patrick Lisée, qui étaient historiens, archivistes et surtout plongeurs, cherchaient ce navire d'après les archives hollandaises et britanniques. Ils savaient le point de chute de ce bateau qui a fait naufrage le 7 janvier 1702. Donc c'était finalement une recherche téléguidée pour les archéologues de l'époque. Ils l'ont trouvé, puisqu'ils avaient déjà quelques renseignements sur quelques canons qui avaient été trouvés par des plongeurs, pêcheurs à l'époque. Ils sont tombés sur un certain nombre de canons, 34 pour être très précis, et ça ne pouvait pas être un autre naufrage puisque dans cette zone il n'y avait qu'un seul naufrage consigné par les archives. Lorsque l'on parle d'identifier un navire quel qu'il soit, pirate ou non, il y a plusieurs informations à corréler, ça prend parfois des dizaines et des dizaines d'années avant de savoir quel type de navire on va avoir. Surtout que pour le Speaker, nous n'avons pas de coque du navire. Et c'est un naufrage très atypique, vu que nous avons ces canons et ces ancres qui sont distancés sur 200 à 300 mètres de long et qu'on n'a pas de coque. Donc c'est un naufrage... Parce que la coque, il faut le rappeler, a été mangée par... un parasite, le corail mort en fait, qui a recouvert entièrement finalement le site, et on se retrouve avec des canons qui ont été disséminés finalement jetés par-dessus bord par l'équipage pour éviter le naufrage, malheur à eux, et la faible profondeur de la mer, 3 à 4 mètres de profondeur, ce qui est relativement peu, a finalement fini par faire chuter le navire jusqu'à ce que il se penche sur le côté et reste là. Les pirates ont pu rejoindre la côte. Mais du coup, ça donne un site atypique qui est pas sur 30 ou 40 mètres de long comme on pourrait l'avoir pour n'importe quelle épave. Donc il y a tout un travail de collecte des informations qui doivent être fait par les chercheurs et les archéologues. Vous êtes l'un des rares archéologues spécialistes de la piraterie. Vous avez vous aussi exploré l'épave du Speaker une dizaine de fois.
Quelles sont ses particularités ? Alors justement, lorsqu'on a mis notre mission en place en novembre 2021, et puis j'y suis retourné très, très récemment en décembre dernier, on a pu voir le caractère assez exceptionnel de cette épave archéologique pirate. Il faut quand même imaginer qu'on a 8 bateaux pirates découverts dans le monde, à la fois par l'histoire, les archives et l'archéologie, ce qui est relativement peu. Donc quand on plonge sur le Speaker, on est content, parce qu'on est heureux de pouvoir imaginer travailler sur un de ces rares vestiges de la piraterie. Et en fait, on retrouve ces canons qui sont parfois regroupés, qui sont parfois cassés. D'ailleurs, on a trouvé des canons qui n'étaient plus utilisables à l'époque, c'est-à-dire qui ont été mis en fond de cale pour servir de poids dans le navire. Et puis on a retrouvé aussi des boulets de canon, ce qui était assez rare finalement, dans tout ce corail, cette croûte de corail qui recouvre l'ensemble du site. Parmi ces gros éléments, cette artillerie, ces ancres, on retrouve des perles, des petites perles de Venise. On a retrouvé des pièces de monnaie en or et en argent, une quarantaine d'ailleurs, ce qui n'est pas là le grand trésor pirate. Oui. Évidemment, le trésor pirate à bord des navires dépend aussi du naufrage. Et là, les pirates de Bowen ont pu retourner sur l'épave pour récupérer leur trésor et ensuite l'échanger avec la colonie hollandaise sur place. Et justement, vous avez replongé en décembre 2023. Vous avez trouvé de nouvelles choses ? Oui, des boulets de canon et surtout des nouveaux canons qui étaient recouverts sur le site par un banc de sable en fait. Le site est extrêmement difficile à plonger, il faut imaginer qu'on est ballotté. Quelques jours, on peut y aller que quelques jours par an, c'est ça ? Un mois par an tout cumulé. Donc c'est quand même extrêmement peu. On est à 3-4 mètres de profondeur, donc on se dit oui, super, à l'île Maurice, on a de la visibilité, 10 mètres de visibilité pour voir les objets et les vestiges, certes, mais on est à l'extérieur de la barrière de récif corallien. Et de ce fait, c'est extrêmement difficile de pouvoir y plonger. On est ballotté 3 mètres par la houle sous-marine. Il faut s'accrocher aux vestiges, aux canons et aux ancres pour pouvoir travailler, prendre des mesures, etc. et retrouver des petites perles, des petites balles de pistolet. C'est vraiment l'aventure aussi pour nous, archéologues, quand on plonge sur cette épave. Depuis les années 1980, plus de 1700 objets ont été retrouvés sur le site archéologique du Speaker. Ces objets nous racontent finalement une époque et puis au-delà, un mode de vie. C'est comme une capsule temporelle, en fait. Exactement. Et moi, c'est vraiment l'étude des objets qui me fascine. Le site en lui-même est extrêmement intéressant, on l'a dit. Mais les objets nous racontent une histoire différente pour chaque objets accumulés, capturés par les pirates. On a 40 monnaies, on l'a dit tout à l'heure, qui viennent de 20 pays différents. Faut imaginer les collectes, les prises, les captures, les abordages, les guerres et les batailles navales que tout ça a engendré aussi pour capturer ces éléments-là et qui se retrouvent encore aujourd'hui sous le corail, sous des canons et que les archéologues peuvent encore étudier. Quels sont les objectifs des prochaines campagnes des prochaines missions de fouilles sur le site du Speaker? Alors la prochaine fois vraiment, on va s'affairer vraiment à travailler sur ce banc de sable qui recouvre et découvre finalement des vestiges archéologiques, notamment les canons, et éventuellement essayer de l'aspirer pour le rejeter un peu plus loin pour nous livrer de nouveaux éléments. C'est dans cette zone-là notamment qu'on a retrouvé le seul canon en bronze du Speaker et qui pouvait nous renseigner sur les prises qui ont été faites par l'équipage de John Bowen. Jean Soula, l'imaginaire autour de la piraterie est largement nourri par la littérature et le cinéma qui véhiculent un certain nombre de clichés. Dans votre livre Pirates, paru aux éditions Elisio, vous vous attachez à déconstruire un certain nombre d'idées reçues. On va en mentionner quelques-unes. Commençons par le fameux Jolly Roger, le drapeau noir à tête de mort. Tous les bateaux pirates l'arboraient-ils ? Alors non, pas systématiquement, mais ça c'est la réalité vs fiction. Mais il est vrai qu'il a existé. Il a existé. D'ailleurs, quand on voit sur des tricornes, sur des boutons de veste ou des entrées de coffre au trésor, ce fameux Jolly Roger, là on est dans le fantasme complet. Il n'est affiché non pas sur les voiles, mais uniquement sur le pavillon. Parfois ça pouvait être sur fond rouge ou sur fond noir. Chaque pirate pouvait le customiser finalement avec un crâne, des tibias croisés, c'est la version classique, mais on a Jack Rackham, notre fameux Rackham le Rouge d'Hergé, qui a réellement existé et qui lui arborait 2 sabres croisés, et puis Edward Teach, parlons-en, le Barbe Noire, qui lui avait dressé un squelette sous forme de diable et qui perforait à l'aide d'une lance un cœur sanguinolent. Donc c'est assez intéressant de voir que chacun pouvait un petit peu travailler son emblème. Et son imaginaire. Tout à fait. On s'imagine les pirates avec une jambe de bois,
un cache-œil aussi. Or, cette condition physique est plutôt contre-indiquée pour tout pirate qui se respecte. Il valait mieux être bon pied, bon œil. Ah ça, le côté crochet, cache-œil et jambes de bois, c'est le classique. Il manque que le perroquet sur l'épaule finalement. Et là, tout ça, on le doit à qui? Évidemment, à la littérature du 19e siècle, Irving Washington, Edgar Allan Poe, mais surtout Robert Louis Stevenson avec L'île au trésor, qui nous décrit ce long John Silver à la jambe de bois, enfin en fait finalement à la jambe en moins, et son perroquet sur l'épaule. Tout ça est dû finalement vraiment à les univers de fiction. Capitaine Crochet évidemment par J.M. Barrie, quelques années plus tard avec le fameux Crochet, et là le mal entre guillemets est fait et tous nos enfants voudront se déguiser ainsi. Il a fallu finalement révolutionner la figure du pirate grâce à un personnage plutôt récent qui est Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, qui lui n'a ni cache-œil, ni jambes de bois, ni crochet, juste quelques perles dans les nattes. Un mot sur les fameux butins des pirates, Jean Soula. Est-ce que l'archéologue que vous êtes a espoir de retrouver des coffres remplis de pièces d'or sur une île déserte, ou est-ce que vous avez plus de chances finalement de jouer au loto et de gagner? Alors je pense que j'ai plus de chances de jouer au loto et de gagner, pour la simple raison que les pirates n'enterraient pas leur trésor. C'est l'un des clichés majeurs encore véhiculés par la littérature du 19e siècle. Ils le dépensaient en fait. Ils le dépensaient, sont des opportunistes, ils le dépensaient, ils aimaient surtout en profiter, ils vivaient très peu de temps. Barbe Noire a vécu en tant que pirate 2 à 3 ans. La plupart des mythes que l'on a autour de ces pirates finalement est totalement construit par la fiction d'aujourd'hui. Donc le trésor, c'est le trésor archéologique, il est complété finalement par de nombreux éléments, nombreuses pièces. On a des pièces de monnaie, mais pas que. Vous parliez à l'instant du pirate fictif Jack Sparrow et de Pirates des Caraïbes. C'est vrai qu'à la fin du XVIIe siècle, les Caraïbes étaient en effet un haut lieu de la piraterie, mais l'histoire de John Bowen en témoigne. Au début du XVIIIe siècle, la piraterie migre vers de nouveaux territoires, en l'occurrence l'océan Indien. Vous pouvez nous rappeler les raisons historiques qui explique cette migration? Alors en fait c'est assez simple. Les pirates officient dans la mer des Caraïbes parce que en fait c'est le lien avec les colonies d'Amérique et les nouvelles découvertes de ces territoires exotiques. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ils sont trop gênants pour les pouvoirs en place, les pouvoirs évidemment européens, portugais, espagnols, anglais et autres. Et qu'est-ce qui se passe? On déclare la guerre aux pirates, on chasse le pirate, on met en place des consortiums pour justement les attaquer, des véritables armadas, et les pirates se sentent menacés. Alors soit ils acceptent une amnistie, qui est parfois bienvenue, évitant la corde, soit ils décident justement de migrer vers l'océan Indien pour essayer de prendre d'autres navires sur la route des Indes orientales, la route de la soie. Et ça marche plutôt bien, parce que la plupart des captures pirates, les plus impressionnantes, parfois en millions d'euros actuels, ont été faites dans cet espace géographique nouveau. Je l'ai raconté dans mon récit, de nombreux pirates ont été amnistiés par les autorités. Pourquoi a-t-on souvent privilégié cette forme de négociation plutôt que la répression ? Ça coûtait moins cher, c'était plus simple, et puis ça permettait de faire fonctionner le commerce local. Il faut imaginer que les pirates et leur équipage pouvaient dépenser leur argent et leur butin potentiel dans ces nouvelles colonies, par exemple l'île Bourbon à La Réunion. Donc notre bon gouverneur avait tout intérêt à les conserver en vie pour qu'ils puissent faire activer un petit peu les richesses de sa propre colonie. On le voit d'ailleurs notamment sur l'île Maurice, anciennement l'île de France, qui justement a accueilli ces pirates. Et il y a eu un échange de bons procédés entre le gouverneur local, c'est une toute petite colonie, et les pirates qui étaient bien plus grands en nombre. Et la population s'est un petit peu révoltée contre le gouverneur en disant mais attendez, on va pas les tuer, l'objectif étant de faire vivre nos tavernes. Une dernière question, Jean Soula. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à vous spécialiser dans l'archéologie de la piraterie? Alors c'est un rêve d'enfant. Je suis archéologue depuis maintenant quelques années, mais j'ai toujours eu à cœur de travailler non pas simplement sur les épaves, mais surtout sur les objets qui viennent de ces épaves, de ces sites terrestres comme l'île Sainte-Marie à Madagascar, sur laquelle nous continuons nos investigations, notamment en mai prochain. L'objectif vraiment, c'est de casser les idées reçues. On a parlé de tous ces mythes autour du pirate. C'est vraiment de revenir tout en continuant à faire rêver les gens, notamment aussi les enfants. J'ai des enfants, donc c'est important de leur
leur expliquer, leur inculquer la réalité historique de tous ces brigands, tout en continuant évidemment le rêve et puis la passion, et c'est ce qui m'anime au quotidien quand je travaille sur cette thématique de recherche. Et qu'est-ce que vous allez rechercher dans votre prochaine mission sur l'île de Madagascar? Donc l'île Sainte-Marie, qui est à l'est de Madagascar, c'est une île qui renferme le seul et unique repère pirate vérifié par l'histoire et commencé par l'archéologie, puisque nous sommes déjà allés en 2022, et nous avons toute une base de ces pirates avec éventuellement des habitations, des zones de carénage, nettoyage des bateaux, et puis surtout les épaves pirates qui ont eux-mêmes coulé dans cette baie pour contrecarrer les plans du royaume britannique et français qui voulaient reprendre la zone, puisque c'était une zone stratégique à ressources, corail, bois, eau, etc. Dans l'océan Indien, bon, c'est toujours intéressant. Et nous avons la chance vraiment de retrouver ces vestiges archéologiques, objets hôtes, notamment la porcelaine chinoise qui faisait vraiment office de butin par excellence dans cette zone de l'océan Indien. Et par ailleurs, plonger pour la première fois depuis plusieurs années sur cette épave, une épave pirate, ou en tout cas coulée par les pirates, qui va nous amener beaucoup de surprises, on l'espère. Eh ben, merci beaucoup, Jean Soula, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de John Bowen, pirate malgré lui, et l'histoire de son navire, le Speaker, que vous avez exploré. Je rappelle que votre livre Pirate, au pluriel, dans lequel il est l'un des héros, est paru aux éditions Alizio. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.